Je crois que cette fois, ça y est. Bonsoir à tous. Et d'abord, un grand merci à Gabriel Bismuth, que nous retrouverons tout à l'heure pour clore cette soirée, qui vient de nous interpréter un arrangement personnel d'une très belle mélodie yiddish, qu'il continuera tout à l'heure pour ensuite nous plonger dans d'autres mélodies que j'évoquerai après cette conversation. Autour donc du livre tant attendu, autour des dessins de Kafka publiés dans les cahiers dessinés, Kafka, les dessins. Autour de cette table avec moi pour en parler, deux personnes qui ont, parmi les trois, qui ont contribué à ce très très bel ouvrage. D'abord Andreas Kilcher et puis Pavel Schmidt à vos côtés. Andreas, vous êtes professeur de littérature, vous êtes spécialiste de Kafka. Vous enseignez à l'université. Pavel Schmidt, vous êtes artiste, plasticien. Et Kafka, bien évidemment, est un auteur aussi qui vous est très cher et dont vous allez nous parler parce que c'est vous qui allez nous prendre par la main et nous emmener dans l'interprétation peut-être de son dessin et de son rapport à cet exercice qui est le vôtre, celui du peintre, de l'artiste plasticien. Nous le verrons dans un instant. Mais tout d'abord, je propose, avant de parler des dessins eux-mêmes, de raconter un peu cette formidable aventure qu'aura été la construction, j'ai envie de dire, de ce livre, Les dessins de Kafka, parce que ces dessins, s'ils apparaissent aujourd'hui, ont été cachés pendant très 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 longtemps. Alors on sait que Kafka avait demandé à Max Brod de brûler beaucoup de ses écrits, mais on sait moins qu'il y avait aussi des dessins parmi dans cette demande. Qu'est-ce qui s'est passé exactement? Qui a caché ces dessins pendant si longtemps, Andreas? Est-ce qu'on m'écoute? Oui. On entend? Oui, on entend. C'est une longue histoire. Elle commence, comme vous avez dit, après la mort de Kafka, avec son dernier vœu de brûler pas seulement les écrits, mais aussi tous les dessins. C'est déjà intéressant parce qu'on voit comme ça que pour Kafka, les dessins étaient partie de son œuvre. Alors ça, c'est déjà quelque chose qu'on oublie, que pour lui, dans son dernier vœu, les dessins, ils en fait partie. Mais son ami Max Brod, et ça, je suis sûr que Kafka le savait exactement, ne brûlerait jamais rien du tout. Et puis, je crois que son dernier vœu est un peu ironique. C'était plutôt, il voulait plutôt dire garde tout. Et puis c'est justement ce qu'il a fait déjà pendant la vie de Kafka, aussi avec les dessins, parce que Brod a collectionné les dessins de Kafka pendant déjà les années d'études de Kafka, pendant les années qu'il a fait la plupart de ses dessins. Ça veut dire entre 1901 et 1907 environ. C'est un peu dur de dater les dessins, mais ça, c'est l'époque que la plupart des dessins ont été faits par Kafka. Il a dessiné jusqu'à la fin de sa vie, mais après, on peut dire, environ 1908-9, les dessins étaient un peu différemment placés dans les œuvres écrites, dans les journaux, dans les lettres, mais pas comme les premiers ans. Et puis, oui, vous voyez, la question est longue. Peut-être vous pouvez... Non, alors la question, c'est surtout qu'est-ce qui s'est passé, comment on perd les dessins et comment est-ce qu'on les retrouve, puisque Max Brod a ses dessins, il va les léguer à quelqu'un et ensuite il va y avoir toute une aventure pour une épopée pour pouvoir récupérer ces dessins. Oui, alors je dois faire un raccourci. Alors c'est clair qu'après la mort de Kafka, Brod a récupéré pas seulement les écrits, aussi les dessins. Il les a amenés à Tel Aviv. Après, les nazis sont venus à Prague. Et puis, ça veut dire 1939. Et puis, après qu'il commençait à travailler, à vivre à Tel Aviv, sa femme était morte. Et il a travaillé avec une secrétaire, Esther Hoffe, et parce qu'il n'a eu aucun moyen de la payer, et il travaillait jusqu'à la fin de vie de Max Brod, il
il a donné tous ses manuscrits, tout ce qu'il avait, tout ce qu'il possédait, parce qu'il lui-même, il avait aussi pas des enfants. Sa femme était morte, pas d'enfants. Alors, pour lui, c'était comme une nouvelle famille, la famille de Esther Hoffe. Et puis, après la mort de Brood, 1968, tout ce qu'il possédait devenait la propriété de Hoffe. Et elle a, on peut dire, gardé tout aussi les dessins, et spécifiquement les dessins. Elle a gardé, elle a montré à personne. Ça, c'est très étrange. C'est-à-dire qu'elle les cache. C'est pas simplement qu'elle ne les donne pas, elle ne les montre pas du tout. Exactement. Alors, elle a fait vraiment quelque chose comme un secret autour des dessins. Il y a eu bien sûr des spécialistes sur Kafka qui savaient qu'il y a des dessins et on savait aussi où ils se trouvaient, mais on peut dire comme dans un James Bond film, il y a une scène qui joue à Zurich, dans la Bahnhofstrasse, où il y a les banques. Et c'est clair que ces dessins se trouvaient là, dans une banque. Et puis, elle ne voulait absolument pas qu'il y a quelqu'un qui voit ses dessins et publie ses dessins. Il y a eu d'autres tentatives de publication, justement, de son vivant. Il y a même cette anecdote assez incroyable où on vient frapper à sa porte pour lui demander de voir les dessins et elle demande 100 000 marks juste pour les regarder. Nous verrons après pour la publication, c'est bien ça? Oui, c'est ça. Oui, c'était un publieur allemand, Michael Krüger, du Hansa Verlag, un publieur très, très connu en allemand. Et puis, c'est justement un exemple qu'elle ne voulait pas seulement pas montrer les dessins, elle a eu aussi l'idée de les, on peut dire, vendre. Et puis, ça n'arrivait jamais à ce point de vendre ces dessins, mais aussi de les éditer. Et aussi déjà, pas seulement Hoffe, aussi Max Brod. Après un certain temps, dans les années 50 ou 60, il y a eu des possibilités de publier les dessins, mais il a refusé. Alors, 2007, elle a vécu longtemps, Esther Hoffe. Elle a vécu jusqu'à 101 ans et à sa mort, les dessins ont été à nouveau accessibles. Comment ils arrivent jusqu'à vous aujourd'hui pour la publication? Oui, c'est aussi une histoire, une autre histoire, parce qu'après la mort de Hoffe, il y a eu un procès en Israël parce que la Bibliothèque nationale a dit que tout cet héritage de Max Brod inclut les manuscrits et les dessins de Kafka, appartiennent à la bibliothèque et pas à Esther Hoffe. Et la bibliothèque a gagné ce procès qui est allé jusqu'au Supreme Court en Israël. Et comme ça, tous les matériaux, tous les manuscrits, non, pas seulement qui se trouvaient à Tel Aviv, dans l'appartement de Spinoza, de Hoffe à Rechov Spinoza, mais aussi les manuscrits de Kafka et les dessins de Kafka qui se trouvaient à Zurich, ils ont été transférés en 2019 à Jérusalem. Et c'est ainsi qu'aujourd'hui nous avons accès à ces images. Et dans le moment où ces dessins et aussi les manuscrits se trouvaient à Jérusalem, ont été transférés à Jérusalem, nous avons pris l'avion et justement, on a commencé ce projet. Alors justement, Pavel Schmidt, qu'est-ce que vous ressentez à la vue de ces dessins? Quel effet ça fait sur l'artiste que vous êtes que de découvrir ces dessins si singuliers de Kafka? Le micro. C'est nécessaire. Oui. Ça marche bien. Donc, oui, c'est une bonne question. On savait qu'il y a quelque chose. On savait, parce que Brod avait donné à disposition aux différentes maisons d'édition, Schocken et Fischer, des dessins
qu'on connaissait. Donc on connaissait à peu près une vingtaine de dessins. Mais on ne savait pas ce qui était le reste. Et nous deux, nous étions très nerveux avant cette découverte. Il y avait encore eu un petit passage qu'il s'agit d'un cahier noir. Donc c'était un carnet. Après, c'était incroyable. C'était un carnet de dessins, de croquis, où vraiment c'était comme la découverte de la Vénus de Milo. Donc c'était vraiment, on était speechless, sans parole. Il s'affiche derrière vous, le carnet. Vous restez donc sans voix. Et est-ce que vous voyez tout de suite, connaissant le travail de Kafka, est-ce que vous voyez une résonance avec son écriture, ou est-ce que c'est tout autre chose? Je ne sais pas lequel des deux veut me répondre. Oui, je peux commencer. Tu commences, oui. J'ajoute après. Oui. Alors, d'abord, il faut vraiment dire qu'on connaissait, en total, c'était environ 40 dessins qu'on connaissait, mais peut-être on peut dire une vingtaine qui étaient vraiment connus. Et je peux montrer ces dessins, peut-être vous l'avez déjà vu, et puis ça, c'est des dessins qu'on connaissait. Et ce qu'on voit ici, c'est aussi que Max Brod, il les a coupés de ce carnet, de ce cahier. Avec des ciseaux, évidemment, un peu brutal, mais ça, c'est des choses qu'on connaissait. Oui, la relation avec les écrits, ça, c'est une question assez compliquée. Je crois qu'il est vraiment important de se rendre compte que ces dessins, la plupart des dessins, a été fait par Kafka. Pas, on peut dire, avant qu'il écrivait. Il écrivait déjà en 1901-2, il commençait à écrire, mais pas le Kafka qu'on connaissait après. Alors, on ne peut pas commencer à faire des relations avec les écrits trop tôt. Alors, pour nous, c'était vraiment important de comprendre que ces dessins font une partie à peu près autonome dans son œuvre. Alors, surtout, ce qui se vraiment défend, c'est de comprendre ces dessins comme illustration ou bien comme quelque chose qui est vraiment toujours relié à ses écrits. Mais, avant dit ça, il faut quand même, on peut quand même voir qu'il y a une connexion sur le plan esthétique et poétique. C'est-à-dire, par exemple l'art de décrire quelque chose avec très peu de mots. Et dans le cas des dessins, c'est presque abstrait. C'est avec très peu de traits. Il dit quelque chose, il fait quelque chose avec très peu de traits. Et quand il décrit, dans ses écrits, la littérature de Kafka, la mode de décrire, c'est avec très peu de mots. Et chaque mot est vraiment précis, et chaque mot est important. Et je crois qu'avec ces dessins, c'est pareil. Oui, et surtout, ce double talent, si on ose dire ça, c'était qu'il savait jusqu'à quel point va l'écriture, jusqu'à quel point va l'expression écrite, où commencent des images. Et la même chose avec le dessin, il dessine le plus autonome possible pour ne pas entrer dans le langage. Donc comme ça, il expérimente dans les frontières de chaque de ces catégories. Et toi, tu parlais de la clarté de son langage. Le langage est très clair. Mais il n'y a pas de conclusion. Il n'y a pas d'expression, de fin d'histoire absolument claire. Ça reste dans le... En suspens. Absolument ouvert. Le sort est ouvert. Et la littérature, les langues européennes, indo-germanes, utilisent la parole qu'aucun autre écrivain qu'on connaît a jamais eu l'honneur.
Il n'y a pas à la shakespearienne, il n'y a pas la dostoïevskienne, il n'y a pas la goethéenne, mais il y a la kafkaïenne, le kafkaesque. Et ça, c'est entré dans toutes les langues. Et exactement ce coin décrit par kafkaesque ou kafkaïen, on peut aussi transformer au dessin. On a la clarté, on a un certain moment, mais il n'y a pas la fin et la décision. Est-ce que vous êtes d'accord, Andreas? Je vois une petite réticence. Non, je suis d'accord, disons, concernant la matière, mais la notion kafkaïenne, j'utiliserai peut-être pas pour décrire ça, parce que c'est une notion qui est devenue très populaire et qui décrit des choses très différentes, c'était aussi un peu de cliché. Ce qui est Kafka, c'est l'absurde ou bien quelque chose comme ça. Mais le contenu de ce que tu dis, alors je suis absolument d'accord. Oui, comme vous avez dit, c'est suspendu, il n'y a pas de fin. Aussi, beaucoup des écrits sont comme les dessins, on voit ici, ils sont un peu plus ou moins fragmentaires. Ils sont dans le même moment, ils sont complets et fragmentaires. C'est un peu difficile de décrire ça. Il y a une figure qu'il décrit qui s'appelle Odradek. Et là, tu connais bien, c'est... comment est-ce qu'on décrit le titre de ce petit texte en français? Le soin de père. Le soin du père de la maison, oui. Des Sorgen des Hausvaters. Et on ne sait pas si c'est un être vivant ou une chose, mais on sait aussi non plus s'il est complet ou si c'est seulement un fragment de quelque chose d'autre. Et je crois ça, on voit aussi dans ces dessins, aussi dans les textes, à la même chose. Alors c'est ouvert et à la même temps, ça semble être complet. Est-ce qu'on pourrait oser dire des fragments qui se suffisent à eux-mêmes d'une certaine façon? Très bien. En tout cas, c'est ce qu'on voit quand vous faites défiler les images. C'est-à-dire qu'on a effectivement l'impression de cette suspension, mais on se dit que finalement, cet instant, un peu comme un haïku, se suffit à lui-même. Un fragment comme une pars pro toto. Oui. Ça peut être le tout, mais ce n'est pas le tout en même temps. Oui, vous avez dit haïku. Alors ça, j'aime beaucoup parce qu'on peut aussi dire, et je crois que nous avons pu montrer ça encore plus clair que ce qu'on savait avant, que le japonisme, c'était vraiment important pour Kafka. Et il y avait un artiste à Prague qui était vraiment une très grande inspiration, pas seulement pour Kafka, pour toute une génération d'artistes et d'écrivains à la même temps. Et c'était Emil Orlik. Et Emil Orlik, il était à la fin du 19e siècle, il était au Japon, il a appris l'art du, comment est-ce que dit, woodprint, Holzdruck, xylographie. Xylographie, oui, du xylographie. Gravure sur bois. Oui, gravure sur bois. Et puis, il décrit aussi, il écrit des textes esthétiques sur la gravure du bois. Il dit que c'est comme une langue, c'est comme une écriture parce qu'on montre quelque chose, on dessine quelque chose avec très peu de traits, comme nous voyons ici. Oui. Et on connaît cette fascination aussi de la part de Van Gogh, de Gauguin, donc tous ces artistes qui étaient fascinés aussi par ces xylographies. La peinture, le dessin le passionne très tôt. C'est pas quelque chose qui vient comme ça au gré de l'écriture. Il est déjà pendant ses études très intéressé par les arts plastiques, n'est-ce pas? Oui, c'est ça. Also, on sait pas, les spécialistes le savent, mais c'est pas connu dans le grand public qu'il a aussi étudié pour un semestre l'histoire d'art. Il a visité des musées avec Max Brod, le Louvre, on y entendra, je crois. Et puis, il a fait connaissance avec pas mal d'artistes à Prague, des artistes sûrement de Prague. Comme Emil Orlik, mais je crois Orlik, il n'a pas rencontré personnellement, mais d'autres si. Comme Alfred Kubin, il était très important. Et aussi, on connaît sur le nom de la groupe de 8, c'était des jeunes artistes tchèques et allemands de Prague qui
qui ont rencontré l'art moderne et spécifiquement de Paris. Pour eux, Paris, c'était vraiment le centre de l'art. Et quelques-uns d'entre eux, ils sont allés à Paris, comme Feigl, il était à Paris pour longtemps. Et puis, je crois qu'on voit aussi déjà de là que pour Kafka, l'art, soit l'histoire de l'art, soit l'art contemporain, soit les artistes, c'était très important. Pavel, quand vous regardez ces dessins, au-delà de cette instantanéité que vous avez évoquée tout à l'heure, est-ce que vous décelez une corrélation avec le contexte de sa vie, le contexte historique? Si on fait défiler là, par exemple, quelques dessins, je ne sais pas si on peut en regarder d'autres, quel est le travail qui a été fait sur la recontextualisation de ces dessins? Si tu peux, veux te référer à quelque chose d'ici? Alors, il faut que je dise en général qu'en regardant, pendant 10 heures, nous avons regardé les originaux. Et après a suivi 15 mois d'analyse, de description et réflexion. Je peux vraiment constater qu'il y a des incroyables parallèles fort évidentes avec un jeune Kandinsky, avec Paul Klee, avec Rouault, avec Redon, donc le côté fauve, le côté expressionniste en Allemagne, le côté qui provient du symbolisme, même si on pense à Vallotton par exemple. Donc tout ça, il y a dans ces dessins. Donc les contemporains, à peu près, même s'ils ne se connaissaient pas, il y a tout ce potentiel dans les dessins de Kafka. Et l'autre chose, ce qui suit 40, 50 ans plus tard, après la Deuxième Guerre, dans les figurines qu'on vient de voir avant, vous trouvez Henri Michaud, vous trouvez dans les traits tout simples, vous trouvez Giacometti. Je ne veux pas dire que ce sont des anticipations, je ne veux pas dire comment il voudrait devenir, je veux juste exprimer tout clairement qu'il était, avec ses dessins, avec ses études de dessin, absolument à l'auteur du temps. Ce qui serait devenu, on ne fait pas des hypothèses. Mais regardons les dessins de ses contemporains et ce qui suivait, et les siens, il y a le tout pour devenir un grand artiste. Alors, dans le livre, vous avez séparé en trois groupes les dessins, hein, donc de 1901 à 1907, les dessins autonomes, de 1909 à 1924, la correspondance et journaux et carnets de notes dans lesquels on retrouve des esquisses, et enfin des esquisses exécutées en écrivant. Est-ce qu'on constate une différence dans la qualité du dessin ou dans l'intention du dessin que l'on soit sur un dessin autonome ou sur une esquisse? Par exemple, quand il dessine dans sa correspondance, et on va entendre tout à l'heure une lettre adressée à Félix que nous lira Vincent Pérez, je crois qu'on l'a d'ailleurs. Voilà. Là, par exemple, il illustre son propos. Où est-ce qu'il le complète? Là, on voit quoi exactement? Oui, alors je peux commencer. Oui, bien sûr, c'est une lettre très, très importante parce qu'il y a très peu de place, peu de lettres des journaux que Kafka explicitement parle sur les dessins. Et cette lettre, il en parle vraiment. Et c'est une lettre du février 1913. Et il parle, c'est deux choses qui sont intéressantes. Il parle d'un rêve, comment lui, Kafka et Felice Bauer, son fiancé, se sont, comment est-ce qu'on dit, raccrochés, angehängt. Ils se sont engagés. Engagés. Main, bras dans le bras, Engagés, oui. On voit ça, bien sûr. Et puis, il dit comment est-ce que je peux décrire ça? Et puis, on voit qu'il a la peine de décrire comment il a rêvé, comment il s'était... Ouais. Et puis, il dit,
attends, je vais te le dessiner. Ça veut dire, c'est intéressant parce que dessiner semble être une façon qui est plus peut-être facile, mais surtout plus claire que d'écrire. Et après, excusez, après il décrit, oui, il dit comment te plaît mes dessins, et puis il dit que autrefois ces dessins lui ont, comment est-ce qu'on dit, satisfait beaucoup plus que n'importe autre. Alors pour lui, c'était extrêmement important. Il exprime le fait que le dessiner le rendait heureux, en fait. Absolument. C'était le plus important, le plus heureux pour lui. Ce qui est très troublant quand on sait qu'il a exprimé aussi à quel point écrire pouvait le rendre malheureux à un moment donné aussi. Oui, absolument. C'était toujours un peu les deux choses. D'un côté, le désespoir total, mais quand même un moteur en même temps. Donc là, il y a déjà aussi ce paradoxe. Quasi une machine célibataire, construction, déconstruction en même temps. Et j'aimerais encore signaler une petite histoire. Je peux te demander, s'il te plaît, de lire une seule phrase. Une seule qu'on avait parlé, la Vénus de Milo. C'est quelque chose de très important. Non, mais tu peux venir ici. Non, il est comment le nom de... Vincent. Vincent. Vincent, tu peux venir. Il est parti. Non, je ne peux pas le citer exactement. Il faut le citer. Oui, alors moi je ne l'ai pas sous les yeux, malheureusement, excusez-moi. Il est où ce Vincent? Mais où est ce Vincent? On en avait parlé dans la backstage. Vincent attend son heure. Alors, une chose que je voulais dire par ça, c'est depuis le dadaïsme et dans le surréalisme, il y a le côté automatique, de l'automatisme dans le dessin. Il y a le côté de la seconde écriture. Et tout ça se trouve dans le travail de Kafka. Pas programmatoire, mais après, c'était des propagations, des concepts. Et l'autre chose que je voulais dire, c'est, pour signaler l'auteur de son temps, dans cette description du journal de la Vénus de Milo, il décrit, pour comprendre cette statue et les proportions de cette statue, il faut se déplacer autour de cette Vénus. Et là, on voit le jeu de son habit et de ses proportions. Et qu'est-ce que c'est que ça? Rien d'autre que le programme du cubisme, que le programme du futurisme. C'est en fait, pour faire la petite bombe, en fait, c'est Marcel Duchamp, le nu descendant l'escalier. Une corrélation du cubisme et du futurisme. Donc l'espace non perspective, sans perspective centrale, et le mouvement en même temps. Alors ça, c'est donc une manière de s'exprimer par le dessin. À l'intérieur de l'écriture, je cherche mes mots, les mots ne suffisent plus, je dessine. Mais il y a aussi les dessins autonomes. Est-ce qu'on sait dans quel contexte il les dessine? Est-ce qu'il les dessine pour les montrer? Est-ce qu'il les dessine, je vais être un peu caricatural, mais un peu comme quand on parle au téléphone et qu'on griffonne. Est-ce qu'on sait l'intention qui est la sienne au moment où il dessine ces petites icônes d'images? Oui, on peut commencer avec le commencement. Je crois, ça veut dire, je crois, c'est entre les premiers dessins, je voudrais dire, parce que on voit ici, c'est un exemple, ce que vous justement avez dit, qu'il dessine pendant la lecture à l'université quelque chose sur, comment est-ce qu'on dit, il y aura
le droit. Il étudie le droit, bien sûr, il étudie le droit, un script d'une lecture. Voilà. Et puis, on peut s'imaginer qu'en écoutant, il commence à dessiner. Alors, ça, c'est pas vraiment quelque chose. Maintenant, je dessine, je fais quelque chose qui est art. Et aussi, ici, peut-être, il commence déjà à être très conscient de ce qu'il fait. C'est un catalogue d'un publieur allemand, Fischer, qu'il a étudié et qu'il a commencé à faire des dessins sur le catalogue. Et ici, on a un portrait de Gabriele D'Annunzio. Et évidemment, il a essayé de faire un portrait d'Annunzio. Et puis là, ça devient déjà un peu plus conscient, un peu plus... Maintenant, j'essaie quelque chose. Mais je dirais que jamais il est venu à un point qu'il voulait vraiment être professionnellement dessinateur ou bien artiste. Mais il faut aussi savoir, aussi écrivain. Il ne voulait jamais être dans ce sens professionnel. Et puis, il n'a jamais eu la confiance que lui, il est vraiment un grand écrivain. Il voulait bien sûr écrire. Il voulait être rien d'autre que littérature. Mais pour soi-même, comme un vœu existentiel, comme un besoin existentiel. Et je crois aussi, dessinateur, ou dessiner pour lui, c'était peut-être proche de ça. C'était quelque chose de privé pour lui-même, pas pour aller dans une galerie et puis pour être un dessinateur fameux ou un artiste, quelque chose comme ça. Il va quand même avoir le souci quand il dit dans la lettre à Félix, je sais pas si, je vais paraphraser, mais il se demande si son dessin est encore bon. Il a quand même le souci de savoir si ce qu'il fait est bien, si c'est joli, si c'est compréhensible. On sent une envie quand même de faire bien. C'est pas juste du griffonnage. Oui, c'est quelque chose qu'il voulait pour soi-même, aussi peut-être pour les amis, pour la fiancée, mais pas pour un grand public. Il ne voulait pas gagner de l'argent avec les dessins, quelque chose comme ça. Alors, ce n'était pas, oui, on peut dire, pas l'idée d'un artiste professionnel, mais je crois l'art, peut-être justement pour ça, est resté encore plus pur. Oui, c'est une recherche permanente, c'est un exercice permanent, c'est l'enrichissement du vocabulaire de ces formes, de ces signes. Et ça réfléchit aussi l'écriture et le signe, l'image et la signification. Donc il y a tout ce nexus de ce qui est image et de ce qui est un signe écrit. Donc l'écriture et l'image, ça le rend curieux et il veut savoir les limites. Et j'aime l'idée que vous employez le mot vocabulaire. Donc le dessin devient aussi un vocabulaire qui vient enrichir celui déjà existant. C'est bien enrichir ça. Et répétant, donc de l'user automatiquement finalement. Alors là, on est sur c'est une enveloppe. Et commentez-nous un petit peu. Dites-nous qu'est-ce qui se passe sur cette. Oui, sur ça c'est une feuille, une enveloppe vraiment. C'est très compliqué parce que c'est pas 100% clair si c'est vraiment Kafka. Parce que vous savez ici, vous voyez, c'est écrit ici Max Horb, Herrn Max Horb. Max Horb, il est un artiste de Prague. Et on voit ici quelque chose, une caricature de Max Horb. Et si on voit ici ces figures qui Max Brod a, disons, gardé comme un dessin de Kafka, c'est très proche de cette figure. C'est très, très proche. Mais il y a aussi des figures que Kafka a dessinées, qu'on peut vraiment dire, c'est de Kafka qui sont très ressemblantes proches de ça. Alors, on voit ici quelque chose comme une transition des artistes autour de Kafka. C'est difficile, oui. Max Horb, c'est un cas très intéressant parce que, premièrement, on ne le connaît presque pas du tout parce qu'il est mort très jeune, aussi de tuberculose, mais beaucoup plus jeune que Kafka. En 1906, il est mort déjà. Mais
je crois qu'il était très important pour Kafka. C'était un ami très proche de Max Brod. Et on n'a pas des lettres entre Kafka et Max Horb, mais entre Brod et Max Horb, il y a beaucoup d'échanges. Et puis, c'était clair qu'il était aussi connu à Kafka. Et là, on voit peut-être aussi ce que toi, tu as dit avant. C'est des fois difficile à vraiment trouver des traces qui sont vraiment 100% historiques pour contextualiser l'art de Kafka, l'art de dessiner. Il faut aussi comprendre le contexte pour comprendre le dessin de Kafka. Ça, on peut apprendre avec cet exemple. Oui, mais on trouve beaucoup d'artistes qui utilisent n'importe quel matériel juste pour sortir ce qu'il y a dans leur âme. C'est justement n'importe quel matériel, il faut vivre le besoin de s'exprimer. Si je vois ça, je pense à Artaud, je pense à plein de dadaïstes qui ont trouvé et cherché le chemin entre l'image, dessin, n'importe quel support. Le support n'est pas forcément important. Mais il y a aussi un très beau, tu as la mousquette dans les images. Non, je ne l'ai pas ici. Donc il y a aussi un journal, un hebdomadaire viennois, une page qui est remplie d'une vingtaine de petites figurines, de dessins, comme ça. Donc il se sert de tout. Il a un besoin très fort de s'exprimer. Mais pas pour faire de l'art, justement. C'est faire. Alors là, on a une pleine page. Là, c'est un dessin. C'est-à-dire qu'il s'est assis à sa table, il a dessiné. Qu'est-ce que c'est? Oui, le titre, c'est, je crois en français, Exubérance de la richesse. Oui, on voit des choses, on voit des figures, on peut dire, grotesques, et puis c'est encore plus que caricaturesque, c'est des grotesques, c'est ici un servant, ici un deuxième qui entre le dessin, et ici les deux dames extravagantes, et puis c'est une grande table, et puis on voit sur les tablets des très grands, des oiseaux, je crois on peut dire, c'est Pfau, des faucons, c'est quelque chose de bien sûr aussi fantastique. Et ici, un orchestre qui joue sur un balcon. Terrasse. Un balcon, une terrasse. Alors, c'est clair qu'on peut dire exubérance de la richesse, on voit ça. Mais pour moi, c'est... Il y a les bougies aussi. Oui, pour moi, c'est encore plus l'exubérance de dessiner. Parce que la richesse, c'est la richesse d'art de dessiner ici. Voilà. La richesse, c'est pas seulement, c'est pas l'argent, la richesse, c'est comment s'exprimer, comment montrer ses figures. Et comme dans sa prose, il y a des différents niveaux de réalité. On ne sait pas ce qui est réel, qu'est-ce qui est rêve, qu'est-ce qui est de l'imagination. Personnellement, en comparant avec des autres dessins, je dirais, pour moi, c'est surréalisme pur. La réalité du rêve, la réalité du réel. Et ça me rappelle beaucoup les jeux des surréalistes, les Kadavreski. Absolument. Oui, mais là, il y a quand même une cohérence, il y a une histoire qui est racontée. Ouais. Alors, on va voir le prochain peut-être. Voilà, alors là on est pareil. Alors ce qui est très drôle, c'est les techniques aussi sont très différentes. Et, là tout à l'heure c'était du crayon, je crois. Oui, ça c'est du crayon. Voilà. Et puis là c'est de l'encre. C'est de l'encre de Chine. Alors là c'est un dessin qui est trouvé dans les carnets de notes. Peut-être toi tu veux commencer. Je crois, comme on vient de dire, il y a un besoin que quelque chose sorte. Et comme j'avais dit, peu importe qu'est-ce que c'est le support, et aussi peu importe qu'est-ce que c'est si c'est crayon, si c'est son stylo, si c'est ce qu'il y a là, ce qu'il y a à disposition, là il s'en sert. Oui, quelque chose de drôle avec ce dessin, parce qu'on connaissait avant, mais on connaissait d'un mot différent.
Brod l'a publié dans sa biographie de Kafka, sur Kafka, mais sans cette partie-là. Il a caché cette partie. On peut se demander pourquoi. C'est vraiment drôle parce que c'est clair que comment est-ce qu'on peut traduire les titres. Tu te souviens? Bittsteller und vornehmer Gönner. C'est quelqu'un qui demande et un mécène noble. Ouais. Donc, alors, un demandeur presque mondial et l'autre, c'est le grand mécène. Oui, alors là, peut-être on a l'impression que celui-là, il demande, il a une geste très modeste, et l'autre, il a une poitrine, quelque chose comme ça. Puis, bien sûr, on peut aussi dire un peu exagéré dans un monde caricaturesque, mais on retrouve l'humour aussi, on trouve de l'humour dans ce dessin. Absolument, oui, ici surtout. L'humour, de l'expressivité, justement, si on regarde le mécène qui est il fortunato, il est quelqu'un, les petits pieds, et le demandeur avec ses géantes pieds basés sur la terre, donc il y a plein d'humour dedans, ironie même, ou du sarcasme peut-être. Oui, et pour nous, un autre détail, pour nous, c'était bien sûr aussi intéressant de voir le verso. Et ici, le verso, c'est un peu plus petit, mais c'est plein, on peut dire, comment est-ce qu'on dit, d'écriture stéganographique. Sténographique, oui. Et il y a surtout beaucoup de fois, il y a des notes dans le contexte des études du droit. Mais ici, c'est un poème allemand qui est sur le verso. Et c'est intéressant, comme tu as dit avant, que Kafka, il utilise toutes les feuilles, chaque feuille que peut être un porteur pour dessiner. Alors, il ne va pas à la boutique et achète un carnet avec des feuilles vraiment pour l'art, mais il utilise ce qu'il a. Puis l'autre côté, c'est un poème. On retrouve un lien avec le dessin, il en parle dans son journal. On va entendre tout à l'heure Vincent Pérez lire un extrait, d'ailleurs, dans un instant. Mais je me demandais, est-ce qu'il y a un lien entre ces dessins et ses romans les plus célèbres, ses écrits les plus célèbres? Est-ce qu'on a retrouvé dans ces dessins une corrélation éventuelle, soit avec la Métamorphose, soit avec le château ou le procès, quelque chose qui fait tilt en disant tiens, là on sent qu'il est déjà dans cette perspective? Je peux commencer? Je crois qu'à notre avis, non. Oui, on va voir les deux. Tu commences cette fois. Pavel, c'est à vous. Notre avis, non. Non, aucun rapport. D'accord. Il y a des essais, il y a des essais, il y a des efforts qui essayent forcément, mais c'est crispé, c'est pas direct, qui essayent de trouver des corrélations. Oui, si déjà on parle de la métamorphose, Verwandlung en allemand, on peut raconter c'est pas seulement une anecdote, mais c'était pour Kafka, c'était très très sérieux, que montrer ce qu'il décrit là, c'est, comment est-ce qu'on dit, c'est presque défendu, ça se défend. C'était une lettre à son éditeur allemand, à Kurt Wolf, qui voulait avoir quelque chose comme expressif, bestiaux. Sur la front sur la couverture. Montrer l'insecte, il voulait montrer l'insecte, très expressif. Et Kafka l'a défendu. C'est interdit de le faire, même d'une très grande distance, impossible. Et après, parce que Kafka voulait que son éditeur, Kurt Wolf, il voulait 100% montrer quelque chose, il a fait une description d'un dessin qui serait possible. Et l'artiste ici, Ottmar Starke, il a exactement exécuté le vœu de Kafka. Kafka dit c'est une porte ouverte et on ne voit pas ce qui est derrière cette porte. Et aussi cette figure, il a décrit, le publieur, non, l'artiste Ottmar Starke a vraiment fait
Exactement. Respecter ça, oui. Mais ici, avec cet exemple, on voit vraiment que Kafka, pour Kafka, ça se défendait de montrer ce qu'il décrit dans ses écrits. Oui. Donc, pas d'illustration, Oui. pas d'illustration qui explique quelque chose et pas de texte qui décrit le dessin. Le temps avec vous file très très vite, chers amis, Andrea et Pavel. Peut-être avant on va laisser dans un instant la parole à Kafka à travers Vincent Pérez, qui va nous lire un extrait du journal où il sera question de la Vénus de Milo dont vous parliez tout à l'heure et d'une promenade au Louvre et de réactions qu'il a par rapport à ce qu'il voit justement. Donc on va l'entendre. Et puis on entendra aussi la lettre à Félix qu'on a pu voir tout à l'heure avec les petits dessins des mains qui se tiennent. Et puis ensuite nous retrouverons Gabriel Bismuth au violon qui continuera qui sera dans la continuité de la mélodie que vous avez entendue tout à l'heure, de la belle mélodie yiddish, et qui nous proposera également une improvisation reprenant des thèmes de Gustav Mahler, ainsi que un mélange de thèmes klezmer avec lesquels il terminera. Mais juste avant, une question peut-être de tout ce travail que vous avez fait sur les dessins, de toute cette aventure. Est-ce que vous qui le connaissiez déjà, Franz Kafka, est-ce que vous avez l'impression aujourd'hui de mieux le connaître, d'avoir percé une part de son mystère qui restera malgré tout entier? C'est ce qui fait aussi son charme, ce côté suspendu que vous évoquiez, Pavel. C'est-à-dire qu'on connaît des instants de Franz Kafka, mais on n'aura peut-être jamais le portrait total. Mais est-ce que vous avez l'impression de mieux le connaître aujourd'hui, Andrea? Oui, je serais, disons, j'aurais pas regardé bien si je pourrais pas dire oui maintenant. Non, c'est absolument clair que la connaissance de cette œuvre de dessin, maintenant dans cette, on peut dire pas totalité, mais tout qui est, je crois, sauvé, tout qu'on peut connaître, ça change. Ça change vraiment. On voit quelque chose de plus clair qu'on connaissait déjà avant. C'est par exemple ce qu'on a déjà mentionné, c'est l'art de décrire avec très peu de traits. Alors c'est déjà quelque chose. L'autre chose, je crois qu'il est vraiment important qu'on peut apprendre avec la connaissance et la conscience de ces dessins, c'est le rôle de la visibilité et le rôle oui, de l'œil et tout ce qu'on voit dans les textes. C'est extrêmement important. Et on voit, si on connaît tous ces dessins, on voit différemment comme Kafka, il décrit le monde autour de soi, les personnages et tout ça avec une façon d'un artiste. La visibilité est très, très importante. Il y a des travaux sur ceci qui sont vraiment importants déjà, mais je crois qu'on confirme ce qu'on connaît déjà avec ces dessins. Pavel? Oui, pour conclure, j'ai une idée à vous transmettre. Peux-tu avancer plusieurs dessins? Tu peux retourner pour le coureur, là. Voilà. Donc, avec une même petite expérience artistique, avec une petite connaissance de l'art de dessin, je crois qu'on peut dire qu'aucun artiste ne réussit à trouver un tel trait, une telle ligne avec 150 dessins. Il y a 150 dessins connus. Mais pour faire des dessins comme ça, il faut des études infinies. Donc je suis persuadé qu'il y avait eu plusieurs carnets de dessins et même je parlerai de centaines d'autres feuilles. Détruits, disparus, on ne sait pas. Mais ça ne se fait pas après une petite expérience. Voilà, c'est tout. Je vous remercie. Merci infiniment à tous les deux. On vous retrouvera en dédicace juste après. Et maintenant, nous allons laisser la parole à Franz Kafka via la voix de Vincent Pérez ainsi que Gabriel Bismuth en musique. Tu m'as fait un petit...
Au Louvre, d'un banc à l'autre, ma souffrance quand nous en oublions un. La foule dans le salon carré, excitation des gens qui s'arrêtent, forme des groupes comme si l'on venait à l'instant de voler la Joconde. Agrément des barres transversales placées devant les tableaux pour qu'on puisse s'y appuyer, surtout dans la salle des primitifs. Cette force qui me pousse, étant trop fatigué pour regarder moi-même, à regarder avec Max ses tableaux préférés. Manière admirative de lever les yeux. La vigueur d'une jeune et grande Anglaise qui fait les 100 pas avec son compagnon dans la plus longue de toutes les salles. L'air de Max quand il lit Phèdre devant chez Aristide sous un réverbère, lecture qui étant donné les petits caractères du livre lui abîme les yeux. Pourquoi ne m'écoute-t-il jamais? Et malheureusement j'en profite encore car il me raconte en allant au théâtre tout ce qu'il a trouvé en lisant son Phèdre dans la rue pendant que je dînais. Le chemin est court, effort de Max pour tout me raconter, effort aussi de ma part. Spectacle militaire au foyer, des soldats règlent selon des principes militaires l'avance du public refoulée à quelques mètres de la caisse. Dans notre rang, spectatrice, dont nous présumons qu'elle fait partie de la claque, ses applaudissements semblent obéir au coup de canne du claqueur en chef, occupé au dernier rang au-dessus de nous. Elle applaudit avec un visage absent, penché si loin en avant que consternée la paume de ses gants à jour. Elle contemple consternée la paume de ses gants à jour. Mais elle applaudit aussi pour son propre compte. Elle ne fait pas partie de la claque. Le sentiment de se trouver au niveau de la pièce que les spectateurs doivent avoir pour arriver vers la fin du premier acte et obligés à se lever des rangées entières de gens. Un décor qui reste sur scène pendant 5 actes entre pour beaucoup dans le sérieux de leur représentation et même s'il n'est qu'en carton, il paraît plus solide qu'un décor de bois et de pierre qui changerait continuellement. Un groupe de colonnes qui fait face à la mer et au ciel bleu et dont le haut est couvert de plantes grimpantes. Influence directe du banquet de Véronèse, de Claude Lorrain également. Qu'elle soit fermée, en train de s'ouvrir ou ouverte, la bouche d'Hippolyte forme toujours le même arc tranquille. Hénone prend facilement des poses qui s'éternisent. À un moment donné, elle se dresse, les jambes entravées par sa robe, le bras levé, le poing immobile, elle déclame un vers. Beaucoup de mains couvrant lentement les visages, teintes grises des protagonistes. Je suis mécontent de l'actrice qui joue Phèdre parce que je me souviens de la satisfaction que j'ai toujours éprouvée à lire ce qu'on disait de Rachel, qu'elle était quand elle était membre de la Comédie Française. Devant un spectacle aussi surprenant que celui de la première scène où Hippolyte, tenant à côté de lui son arc immobile qui a la taille d'un homme, forme le projet de se confier à son pédagogue et dirigeant sur le public un regard calme et fier, dit ses vers comme un poème de circonstance. J'ai eu, comme cela m'est arrivé souvent, l'impression, d'ailleurs très fragile, que cette scène avait lieu pour la première fois et à l'admiration que j'éprouvais en général se mêlait l'admiration pour cette réussite dès le premier essai. Bordel organisé rationnellement.
Sur toute la façade de la maison, les hautes fenêtres sont cachées par des jalousies propres. Au lieu d'un homme dans la loge du concierge, une femme correctement habillée qui pourrait être à sa place partout. À Prague, j'ai souvent noté à l'occasion le style Amazon des bordels. Il est encore plus apparent ici. La femme qui fait office de portier, qui met ses sonneries en branle et nous retient dans sa loge parce qu'on lui annonce que des clients sont en train de descendre. Les deux femmes respectables qui nous accueillent en haut. Pourquoi deux? La lumière qui s'allume dans la pièce voisine où les filles désœuvrées sont assises dans le noir ou une demi-obscurité. Le cercle qu'elles forment aux trois quarts. Avec nous, cela devient un cercle parfait et dans lequel elles nous entourent en prenant des poses bien droites conçues pour les mettre en valeur, le grand pas que fait celle qui a été choisie quand elle sort du rang, la façon dont la patronne me touche pour m'inviter à monter tandis que je me sens tiré vers la sortie. Je suis incapable de comprendre comment je me suis retrouvé dans la rue. Tout cela s'est fait si vite. Il est difficile de regarder plus attentivement les filles dans cet endroit parce qu'il y en a trop, que leurs yeux clignotent et surtout parce qu'elles se mettent trop près de vous. Il faudrait pouvoir écarquiller les yeux et cela demande de la pratique. Je ne me souviens vraiment que de celle qui se trouvait juste en face de moi. Elle était brèche-dents, s'étirant pour paraître plus grande, tenait sa robe fermée en posant un poing sur son sexe, ouvrait et fermait en même temps et précipitamment ses grands yeux et sa grande bouche. Ses cheveux blonds étaient dépeignés, elle était maigre. J'avais peur d'oublier qu'il ne faut pas se découvrir. On est obligé de s'arracher la main du bord de son chapeau. Le chemin du retour est long, solitaire, absurde. Rassemblement des visiteurs avant l'ouverture du Louvre. Les jeunes filles s'assiedent entre les hautes colonnes, lisent le Baedeker, écrivent des cartes postales. Même si l'on marche le plus lentement possible autour de la Vénus de Milo, son aspect subit des changements rapides et surprenants. J'ai fait quelques remarques dont l'une était malheureusement forcée sur la taille et la draperie, dont certaines étaient juste, j'aurais besoin d'une reproduction plastique pour me les rappeler, et concernaient principalement la façon dont le genou gauche plié détermine ce qu'on voit sous tous les angles, bien que ce ne soit parfois que dans une faible mesure. Ma remarque forcée, on s'attend que le corps s'amincisse subitement au-dessus de la ligne où la draperie cesse, mais en fait, il commence par s'élargir. La robe qui tombe et est retenue par le genou. Ce n'est pas de face que le gladiateur Borghese doit être vu principalement, car de face, il amène le visiteur à reculer et l'impression se disperse. Mais si on le voit de derrière, là où le pied touche d'abord le sol, le regard, surpris, est attiré le long de la jambe tendue et bien à l'abri, vole par-dessus le dos irrésistible jusqu'au bras et l'épée qui se dresse devant. Cette fois, le métro m'a paru tout à fait vide. Surtout en comparaison du jour où je l'ai pris pour aller aux courses et où j'étais malade et seul. Indépendamment même du nombre de voyageurs, le métro subit aussi l'influence du dimanche. La couleur dominante était l'acier sombre des murs, la façon dont les employés tiraient et poussaient les portes.
s'élançait sur le quai, puis à l'intérieur du wagon, révélait un travail de dimanche après-midi. On marchait lentement dans les couloirs de correspondance. On voyait encore mieux que d'habitude l'indifférence affectée des usagers pour le voyage en métro, des gens tournés face à la porte, des isolés qui descendent à des stations inconnues et éloignés de l'opéra paraissent agir par pur caprice. Malgré l'éclairage électrique, on note sans se tromper les changements de la lumière du jour dans les stations, surtout quand on vient de descendre et que cette lumière d'après-midi va disparaître. L'entrée du terminus, de la porte Dauphine. La station est déserte, on aperçoit une grande quantité de tuyaux et l'on découvre la boucle où, après un aussi long trajet en ligne droite, les trains ont le droit de décrire leur unique courbe. Le passage des tunnels en train est beaucoup plus désagréable. Ici, on ne ressent pas la sensation d'oppression que l'on éprouve en train sous le poids de masses montagneuses, même si cette pression est contenue. De plus, on n'est pas loin des hommes. On est un élément d'une installation urbaine, quelque chose comme l'eau dans les conduites. Le recul qui se produit à la descente, suivi d'une poussée accentuée en avant, cette descente se fait toujours au même niveau, de petites cabines généralement désertes pourvues d'un téléphone et de tout un système de sonnerie dirige le trafic. Max aime bien regarder à l'intérieur. Quand j'ai pris le métro pour la première fois de ma vie en allant de Montmartre au Grand Boulevard, le bruit était terrible, mais en général, il ne me gêne pas. Il augmente même le sentiment calme et agréable que procure la vitesse. La réclame du bonnet est bien faite pour être lue, attendue et regardée par des voyageurs tristes et désœuvrés. Le langage se trouve éliminé puisqu'on n'a à parler ni à la caisse, ni à la montée, ni à la descente. Grâce à la compréhension facile qui permet à l'étranger impatient, dont les forces sont limitées, le métro est ce qui fournit la meilleure occasion de s'imaginer qu'on a compris d'emblée, correctement et vite, l'essence de Paris. Donc, lettre à Félix. Ah. Ma chérie, voilà encore qu'il se fait tard par une vieille habitude. Je veille sans rien faire de bon, comme si j'attendais la pluie du ciel qui ne tombe pas. À peine as-tu décrit notre rencontre à Berlin que j'en ai déjà rêvé toutes sortes de choses, mais je ne saurais plus guère les préciser. Il ne me reste que le sentiment général d'un mélange de bonheur et de tristesse. Nous nous promenions dans la rue. Bizarrement, l'endroit ressemblait au Hallstatter Ring de Prague. Il était plus de 6 heures du soir. C'est peut-être l'heure réelle du rêve. Nous ne nous donnions pas le bras, mais nous étions encore plus rapprochés que lorsqu'on marche bras dessus, bras dessous. Dieu! Il est difficile de décrire sur le papier l'invention que j'ai faite pour ne pas te donner le bras, ne pas attirer l'attention et marcher néanmoins serré tout contre toi. J'aurais pu te la montrer quand nous marchions sur le Graben, mais à ce moment-là, ce n'était pas à cela que nous pensions. Tu pressais le pas en te dirigeant tout droit vers l'autel. Moi, j'avançais en trébuchant sur le bord du trottoir, à 2 pas de toi. Mais comment faire pour te décrire la façon dont nous marchions en rêve, alors que lorsqu'on se donne simplement le bras, les bras ne se touchent qu'en 2 points et que chacun garde son indépendance. Là, nos épaules se touchaient.
et était en contact tout du long. Mais attends, je vais te faire un dessin. Se donner le bras, c'est ça. Mais nous marchions comme ça. Ah, voilà. Mais attends, je vais te faire un dessin. Se donner le bras, c'est comme ça. Mais nous marchions comme ça. Mon dessin te plaît-il? Tu sais, dans le temps, j'étais un grand dessinateur, seulement j'ai fait mon apprentissage chez une mauvaise artiste peintre qui m'a enseigné un dessin académique et m'a gâché tout mon talent. Tu te rends compte? Mais attends, je t'enverrai sous quelque peu des vieux dessins pour que tu aies de quoi rire. À l'époque, il y a de ça des années, ces dessins m'ont donné plus de contentement que n'importe quoi. Chérie, tu n'as donc aucune confiance dans mes capacités commerciales? Tu n'attends de moi aucune utilité pour le dictaphone? Quoique je t'ai déjà écrit à ce sujet, tu ne m'as pas encore répondu. Tu ne vois pas que j'en suis humilié? C'est presque comme si tu me chassais de nouveau du bureau dans lequel tu m'as assigné une place. Aujourd'hui encore, ce pic m'a écrit. Je t'envoie sa lettre afin que tu vois combien il insiste et combien toi tu me laisses tomber. Et quand tout ce que j'ai dit jusqu'à présent là-dessus serait une plaisanterie, sur le papier ça a l'air presque sérieux, il faut pourtant que je puisse répondre quelque chose à pic. Peut-être espère-t-il gagner beaucoup d'argent, il se donnera réellement de la peine et pour finir, il réussira bien quelques ventes. Donc, chérie, debout, au travail. Quelle que soit la chose qui te pousse vers moi, c'est moi qui en ai le profit, car je te serre dans mes bras. Franz.